Je m'appelle Ken Heckman. Bienvenue à ce cours intitulé 4 disciplines essentielles, guide de formation pour les leaders du secteur de la santé à travers le monde. Mon collègue Quentin Friesen et moi allons vous entretenir tout au long des 15 modules afin de vous aider à améliorer vos connaissances, vos compétences et vos attitudes en tant que leader des services de santé. À présent, le module 4 des 15. Dans ce module, nous continuerons à passer en revue les fonctions de leadership en nous penchant sur comment les leaders mobilisent les équipes en vue de l'atteinte des objectifs organisationnels. Dans ce module, nous avons 3 objectifs d'apprentissage. Nous commencerons par dire pourquoi les équipes sont d'une importance capitale pour les institutions de santé. Nous discuterons de la difficulté de travailler en équipe et identifierons les 4 principales fonctions des équipes. Nous explorerons comment les leaders peuvent motiver leurs équipes en associant les récompenses aux besoins humains de base. Commençons par une question à 2 volets. Pourquoi les équipes sont-elles si importantes pour les institutions et pourquoi est-il si difficile de travailler avec elles? Au cours de mes discussions avec des leaders et des directeurs, il en ressort généralement que la gestion des hommes est la fonction la plus difficile. Certaines personnes qualifieraient cette fonction du premier défi de gestion. Unir divers membres d'équipes ayant des tempéraments et des motivations différents pour travailler en vue de l'atteinte d'objectifs communs. Pourtant, en dépit de ces difficultés, le travail en équipe permet aux institutions d'obtenir une performance de loin supérieure à celle d'une seule personne. Lorsque les équipes sont organisées et gérées de manière à ce que chaque personne puisse s'appuyer sur les forces des uns et des autres et que les forces individuelles sont complémentaires et équilibrées, l'équipe devient très efficace. Les équipes soignantes se distinguent de toute autre équipe professionnelle à plusieurs égards. Les médecins, les infirmiers, les thérapeutes et le personnel administratif ont tous des connaissances et compétences spécialisées qui mettent des années à se développer, mais ils dépendent des uns et des autres pour servir les patients et leur communauté. La complexité des équipes soignantes part du fait qu'elles doivent servir différents types de patients, chaque patient ayant des besoins diversifiés et chacun d'eux s'attend à être servi avec une qualité de soins bien cohérente. Et pour couronner le tout, les équipes soignantes doivent fonctionner de manière économiquement durable en améliorant sans cesse la qualité des soins. Il apparaît clairement que les équipes sont d'une importance vitale dans les institutions de santé. Comment les leaders du secteur de la santé peuvent-ils procéder pour mettre en place des équipes très efficaces? Patrick Lencioni est un éminent auteur qui a beaucoup écrit sur le sujet des équipes. 2 de ses livres, Les 5 dysfonctionnements d'une équipe et L'Avantage, définissent les principes pour des équipes efficaces et le rôle des leaders dans la composition d'équipes efficaces. La première barrière à franchir par les équipes est le manque de confiance. Il est important de se faire confiance pour travailler ensemble. Le deuxième défi est la peur du conflit. Si les membres d'une équipe ont peur de s'affronter, ils ne peuvent pas évoluer dans leur efficacité. Le défi suivant est le manque d'engagement, dans lequel les membres de l'équipe préfèrent se réfugier plutôt que de s'engager pour le bien de l'équipe. Le numéro 4 est la fuite de ses responsabilités. Les membres de l'équipe qui agissent indépendamment, sans craindre l'impact de leurs actions sur les autres, entravent le progrès de l'équipe. Enfin, l'inattention aux résultats constitue également une barrière au travail en équipe. Chaque membre d'une équipe doit être axé sur l'atteinte d'un résultat, d'un but commun, afin que l'équipe soit véritablement efficace. Ainsi, quel est le rôle d'un leader dans la formation d'une équipe très efficace? Pour instaurer la confiance, le leader doit servir d'exemple en adoptant un comportement digne de confiance et en se montrant transparent et vulnérable à l'égard de l'équipe. Pour réduire la peur du conflit, le leader ne doit pas se contenter d'éviter les conflits. Les leaders avertis recherchent les conflits potentiels et les résolvent avant qu'ils ne deviennent un problème majeur. Pour susciter l'engagement, les leaders doivent s'assurer que les décisions qu'ils prennent sont claires et que chaque membre de l'équipe connaît le rôle qu'il a à jouer pour franchir les étapes suivantes. Assumer ses responsabilités exige du leader qu'il affronte les questions difficiles. En tant que leader, vous devez des fois demander clairement aux gens de respecter les engagements pris. Si une équipe doit produire des résultats, le rôle du leader est de rester concentré sur les résultats collectifs, les objectifs communs de l'équipe et de l'institution tout entière. Comment les directeurs motivent-ils leurs équipes
notamment lorsqu'ils doivent diriger un groupe de personnes très différentes. Il est bon de commencer par concentrer les efforts autour d'une vision commune pour un meilleur futur. Les leaders et les directeurs du secteur de la santé doivent articuler clairement leur vision pour une meilleure prestation de services de santé. Ils doivent être cohérents dans leurs mots et actions en rapport à cette vision et se montrer passionnés pour la réalisation des changements nécessaires à la concrétisation de cette vision. Une fois la vision clairement définie, les leaders doivent relier les objectifs aux récompenses. Ainsi, chaque membre de l'équipe sera motivé à jouer son rôle pour la concrétisation de la vision commune. Les recherches en ressources humaines nous révèlent que les directeurs et les employés ont souvent des idées différentes au sujet des sources de motivation des employés. En effet, les directeurs pensent généralement que l'argent est le principal motivateur, puis viennent la sécurité de l'emploi et le travail significatif. Cependant, lorsque les chercheurs ont demandé aux employés ce qui leur motivait, la liste était inversée. Le travail significatif vient en premier, suivi de la sécurité de l'emploi, qui implique une gestion respectueuse, et enfin, la compensation et les avantages. La réelle motivation humaine, contrairement aux idées fausses des directeurs, se rapproche plus de la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow. Maslow a reconnu que les gens ne pouvaient pas réaliser tout leur potentiel sans que les besoins plus élémentaires et psychologiques ne soient d'abord satisfaits. Leur plus grande motivation est la réalisation de tout leur potentiel, ce qui correspond au travail significatif. Mais avant de pouvoir satisfaire ce besoin, ils ont besoin de ressentir l'estime, le respect et l'amitié liés à l'appartenance à une équipe. L'argent est nécessaire pour satisfaire les besoins physiologiques et sécuritaires. Cependant, il est le motivateur le plus élémentaire. La compensation et les avantages doivent être adéquats pour permettre aux employés d'aspirer à satisfaire des besoins d'un niveau plus élevé. La leçon pour les leaders et les directeurs du secteur de la santé doit être claire. Les meilleures équipes doivent être récompensées en conséquence, respectueusement soutenues et appréciées, mais également encouragées à atteindre leur plein potentiel. Ces leçons s'appliquent à tous les niveaux dans une institution de santé, des concierges aux infirmiers et médecins. Maintenant, examinons quelques questions fréquentes au sujet de la mobilisation et de la motivation des personnes. Comment les directeurs peuvent-ils changer les attitudes des personnes? Lorsqu'un employé arrive dans une entreprise, il apporte ses croyances, ses valeurs et ses attitudes. Mais avec le temps, les directeurs influencent les attitudes des employés en créant un cadre de travail respectueux et motivant. Ils peuvent former des équipes dont les membres se font mutuellement confiance et apprennent à lutter loyalement, mais également susciter l'engagement, la responsabilité, tout en produisant des résultats. Lorsque des équipes peuvent célébrer leurs réalisations, l'attitude de chaque membre s'améliore. Comment un directeur peut-il réussir à unir des médecins très indépendants? Cette question est sans doute la question la plus importante qu'un directeur d'une institution de santé peut poser. Vous pouvez commencer par développer une vision pour une haute qualité de soins. Les médecins sont généralement de hauts performants, qui se tiennent pour responsables de très hauts standards et ne veulent pas être marginaux en matière de qualité de soins. Gardez la vision d'améliorer la qualité des soins bien en vue et mettez en place des systèmes de notification transparents afin de favoriser la pression positive par des pairs et la responsabilité mutuelle entre les médecins. Que faire lorsque les récompenses ne produisent aucun effet? Penchez-vous sur ce qui motive. Les récompenses sont-elles conformes au type de comportement que vous essayez d'inculquer en tant que directeur? Prenez du temps pour savoir ce que motive chaque membre de votre équipe. Ensuite, trouvez les moyens d'être cohérent et équitable lorsque vous récompensez chaque personne en fonction de ce qui la motive et toute l'équipe en fonction de l'atteinte de vos objectifs organisationnels. C'est ainsi que s'achève le module 4 d'une série de 15 modules contenus dans le guide 4 disciplines essentielles. Nous vous encourageons à discuter de ce module avec d'autres personnes qui se forment en leadership et en gestion. Prenez du temps pour discuter ce cas d'étude très simple. Imaginez que vos cardiologues ne s'entendent pas bien avec vos chirurgiens cardiovasculaires. Qu'est-ce que vous faites en tant que leader pour les mobiliser et les motiver à collaborer? Quels sont les risques de chaque intervention possible?